Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, cette fois-ci, nous examinons deux textes importants, quoique moins polémiques. D'une part, une proposition de loi organique visant à modifier la loi organique des lois de finances. D'autre part, une proposition de loi ordinaire visant à modifier le Haut Conseil pour les finances publiques. En cette période budgétaire quelque peu houleuse, l'examen de ces deux textes fait l'effet, pour nous tous, je crois, d'un havre de paix au milieu d'une mer agitée. Tâchons d'apprécier le moment, je doute qu'il y en ait d'autres cette année. À quelques mois de la présidentielle, il n'est pas commun de faire émerger un tel consensus qui dépasse à la fois les clivages entre les deux chambres et les clivages entre les groupes politiques. Je tiens à cet égard à saluer le travail sérieux et courageux mené de concert par notre rapporteur général et par notre président de commission. Au fond, la raison de ce consensus est assez simple. Ces deux textes ne fixent pas à proprement parler de cap politique. Ils redéfinissent plutôt le cadre dans lequel ont lieu les débats sur la politique budgétaire. Pour user d'une métaphore sportive, il s'agit de changer les règles du jeu, non pas de jouer un match. Sans surprise, ces débats soulèvent donc moins de passion, mais ils n'en sont pas moins importants. Plus fondamentalement, et comme j'avais eu l'occasion de le dire en septembre dernier lors de la première lecture, je crois que ces deux textes marquent quelques avancées majeures pour l'orientation de nos finances publiques. J'en vois trois. La première, c'est de renforcer dans les documents budgétaires la distinction entre dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement. Pour beaucoup d'élus locaux, cette distinction tombe sous le sens, car ils la font au quotidien dans leur collectivité. Je suis donc satisfait que le Parlement s'inspire ainsi de cette bonne pratique issue, si je puis dire, du terrain. La deuxième avancée, c'est de réviser le calendrier budgétaire à l'aune de la pratique parlementaire. Ici encore, je crois que les deux textes tirent les bons enseignements de 2 décennies d'examen budgétaire dans le cadre fixé par la LOLF. En particulier, la suppression du débat d'orientation des finances publiques et la création d'une nouvelle catégorie de loi de finances pour clore les exercices budgétaires vont dans le bon sens et n'ont guère soulevé de débat. Je me réjouis ainsi que notre Assemblée puisse se prononcer régulièrement sur la soutenabilité de notre dette, ainsi que sur la situation financière des collectivités. La troisième et la dernière avancée, c'est de renforcer la programmation des finances publiques. Sur ce point, j'espère que cette nouvelle pratique nous permettra enfin de mieux piloter nos dépenses et nos investissements sur le temps long et de résorber ainsi notre déficit public. Il s'agit en effet d'un préalable indispensable pour engager dès le début du prochain quinquennat la diminution de notre dette publique. Vous l'aurez compris, notre groupe votera ces deux textes qui vont dans le bon sens. Et pour conclure, mes chers collègues, je me permets de partager avec vous une remarque de fond sur le calendrier assez improbable de ces deux textes. Il est en effet saisissant que nous décidions de renforcer la programmation de nos finances publiques alors même que nous sortons à peine d'une crise sanitaire et économique dont personne n'avait prévu l'ampleur. Autrement dit, c'est après avoir constaté que la dépense publique a quelque chose de fondamentalement imprévisible que nous choisissons de renforcer l'effort de prévisibilité. Espérons que ces textes nous aideront effectivement à assainir nos finances publiques. Comme le disait Barack Obama, il ne faut jamais gâcher une crise. Je vous remercie. Merci. Monsieur